Avez-vous déjà rêvé de changer de vie pro ? Alors moi, c'est ce que j'ai fait il y a plus de 17 ans. Je suis passée de l'univers des nouvelles techno à fondatrice de médias engagés. Et c'est pourquoi je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter le partenaire de ce podcast, Chance, qui propose un parcours de coaching digital pour aller vers une voie professionnelle qui vous ressemble. Moi, ce que je trouve pratique, c'est que tout est en ligne. Vous avez des activités pour comprendre vos aspirations profondes et vous aider à structurer votre projet. Des sessions avec un coach professionnel qui est choisi rien que pour vous, sur mesure. Et le petit plus que j'aime, c'est le collectif d'entraide, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour se sentir moins seul quand on ne sait pas par où commencer pour provoquer le changement. Et le détail non négligeable, le parcours est finançable grâce à votre compte personnel de formation. Enfin, la toute dernière nouveauté, les duos Chance viennent d'être lancés pour vous mettre en relation avec la personne du secteur qui vous intéresse une fois votre projet pro défini. Alors les amis, pour tout savoir, allez donc jeter un œil sur le site chance.co pour faire le point gratuitement sur votre situation et peut-être sauter le pas vers votre nouvelle vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Le yoga existe depuis plus de 4000 ans. On en trouve les premières traces dans les Védas, textes fondateurs de l'hindouisme. Bien que certains le considèrent encore comme un phénomène New Age, le yoga a traversé les millénaires et les continents depuis l'Inde et l'Égypte jusqu'en Occident, faisant naître au passage de multiples variantes et définitions. Gym de bien-être, médecine douce, voie vers la spiritualité. Le yoga est avant tout un art de vivre pour mon invité, une école de philosophie indienne visant le samadhi, la libération des perturbations du mental. Universel, le yoga a voyagé à travers l'espace et le temps jusqu'à croiser le chemin de mon invité, devenue yogini, après une carrière de cadre, auteure et fondatrice maintenant du Tigre Yoga Club. Dans ses studios cocons, elle innove avec une approche complète et flexible pour le corps, l'âme et l'esprit. Le yoga lui a vertueusement changé la vie et elle compte bien changer la nôtre en nous livrant ses secrets dans un nouveau livre, une véritable encyclopédie du bien-être intitulée « Le yoga, un art de vivre ». Je suis ravie d'accueillir évidemment dans Métamorphose Élodie Garamond. Bonjour Élodie. Bonjour Anne. Alors c'est la première fois qu'on se rencontre et je suis absolument ravie de te recevoir dans mon podcast. Et moi aussi, c'est le Graal pour moi d'être ici. Ah mais je suis ravie. Et dans ton nouveau livre qui vient de paraître chez Flammarion, tu utilises une image qui est assez poétique pour expliquer l'histoire du yoga. Et tu parles de sa force et de sa longévité et tu dis à l'image d'un arbre aux multiples branchages et racines qui parfois s'entremêlent avec ses voisins de forêt. Est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Oui, j'ai pris cette image parce que souvent l'histoire du yoga est confusante parce qu'elle est multiple et qu'il peut y avoir des contradictions. Et il y a une forme de liberté dans le yoga qui s'interprète également dans son histoire parce que tout est possible, que ce soit, alors pour certains ça a 2500 ans, pour d'autres 5000 ans, les sources sont multiples, pour certains ça vient d'Égypte, pour la majorité on va dire que ça vient d'Inde, et finalement tout est assez juste. Et aujourd'hui il peut y avoir des confrontations dogmatiques sur ce qu'est le yoga et quelles sont les véritables sources et racines du yoga, et moi je crois, ou en tout cas j'ai essayé de retraduire ça dans cet ouvrage, qu'importe finalement la vérité puisqu'on ne la détient pas, ce qui est important c'est ce qu'on en fait. Et c'est un peu à l'image de cet arbre parce que le yoga a croisé tellement de cultures, tellement de religions, tellement de traditions au fil de ces millénaires que bien sûr la pratique s'est enrichie de toutes ces rencontres finalement avec des philosophies et des religions. Et aujourd'hui le yoga est d'une richesse telle qu'on ne peut pas démêler les branches de l'arbre. C'est ça. Alors toi, parmi justement toutes ces branches du yoga, de la plus ascétique à la plus souple, laquelle a croisé ton chemin et comment est-ce que tu en es tombée en amour il y a plus de 25 ans, je crois déjà ? Oui, alors j'ai commencé quand j'étais étudiante, donc il y a 6 mois à peu près.
Non, j'ai commencé quand j'étais étudiante à Dauphine. Je sais pas pourquoi, j'avais pris l'option yoga et je me souviens d'avoir pratiqué le yoga dans le parking de la fac avec un prof de gym en vêtements taquini, en survêtement taquini qui parlait de Kundalini. C'est drôle, c'est la première fois que j'ai entendu parler de Kundalini, donc on était en 95. Et puis le yoga est revenu plusieurs fois dans ma vie, notamment quand je suis partie vivre en Australie où il était déjà très présent, beaucoup plus que chez nous. Et puis au fil du temps, il a pris une place de plus en plus importante, et notamment quand j'ai traversé des moments de vie douloureux, mais finalement tristement banals. Il m'a vraiment aidée à me réconcilier avec un corps contre lequel j'étais en guerre. Et c'est à ce moment-là que tu t'es dit que c'était ta voie ? Pas tout de suite. Je me suis d'abord dit que c'était vraiment mon allié et que j'en avais besoin, et que c'était un peu comme un ermitage dans lequel je revenais à chaque fois que le monde extérieur, les gens, la pression m'agressaient. C'était le moment où je revenais dans l'ermitage finalement que constitue son intérieur. Et j'en ai fait ma voie. Enfin, j'ai eu cette illumination. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Quand je suis tombée enceinte de ma fille, et je faisais beaucoup de yoga, je travaillais dans une agence de communication, on avait des horaires de dingue, de 7h30 le matin à 22h30, et je me suis dit, mais pourquoi je fais ça ? Tout ça n'a pas de sens, tu vois, je ne trouvais plus le sens à l'action, j'écoutais les gens s'écouter parler, je me disais, mais tout ça est si vide. Et puis, voilà, l'idée est venue comme ça dans une réunion en me disant, mais si je montais ma salle de yoga ? Ouais, c'est ça, c'est parti de là. C'est parti de là, mais ça part toujours de là. Et si tu veux, ça a répondu en fait à un besoin que j'avais d'avoir une salle qui avait des horaires plus flexibles, qui pouvait accueillir des enfants, qui proposait plus de choses que le yoga, puisque si je reviens un tout petit peu dans les années précédentes, au-delà du yoga, je me suis toujours soignée différemment. J'ai eu mes enfants grâce à l'acupuncture, puisque j'étais aménorrhée. On m'avait toujours dit que je n'arriverais pas à avoir d'enfants. J'en ai eu 2. Je les ai soignés avec de l'homéopathie. J'ai toujours aimé trouver des alternatives à la fois à la médecine allopathique, mais au-delà de ça, à une façon de vivre, de s'alimenter un peu différente. Tu vois, quand j'étais à Dauphine, j'ai fait mon mémoire de fin d'année sur l'avènement du bio. Et à l'époque, tout le monde me regardait, et la nourriture bio, autant dire que c'était microscopique dans les supermarchés. Donc, et j'avais moi déjà... Voire même sectaire. Oui, carrément. Ouais. Et puis très cher, et puis voilà. Et donc j'avais en fait tout ça, et c'était drôle parce que mes copines de fac m'envoyaient chez tous les gourous pour s'amuser. Moi je testais les magnétiseurs, les hypnothérapeutes, les profs de Reiki qui parlaient aux oiseaux. Enfin tu vois, donc j'avais déjà cette appétence-là, et puis au fil du temps, je me suis rendu compte que ça marchait avec le yoga. En tout cas, dans ma conception à moi du yoga. Oui, c'est ça, on va y venir évidemment. Toi qui pratiques le yoga depuis longtemps, tu évoques aussi l'action juste, le service désintéressé pour arriver à ce qui est appelé la purification du cœur. Comment est-ce que tu trouves cet équilibre ? Souvent, on oppose dans ces milieux-là aussi le service et le business. Et ça, et en particulier, je pense encore plus pour des femmes, les femmes que nous sommes. Oui, alors à la fois c'est encore plus dur pour des femmes, et c'est surtout plus dur quand on fait le choix comme moi d'un positionnement marketing haut de gamme, ce que personne ne te reproche si tu montes un hôtel, une marque de vêtements ou de cosmétiques, tu choisis en gros sur quel segment de marché tu as envie de te positionner. Dans le yoga, ça a été très mal vu finalement d'investir un segment de marché qui était vide, qui était une offre haut de gamme en termes de services et en tout cas de valeur ajoutée servicielle. Eh bien, je vais répondre à ta question en disant que je ne l'ai pas trouvé. C'est très compliqué. Et c'est même assez schizophrénique. C'est compliqué parce que je suis une puriste. Je ne suis pas une businesswoman, contrairement à l'image que je peux donner. Je suis même d'ailleurs assez mauvaise en gestion, on ne va pas se mentir. Et moi, je vis avec la conviction que le monde ira mieux quand tout le monde fera du yoga. Et sincèrement, je la porte en moi. Et dans un monde merveilleux, j'aimerais que le yoga soit gratuit pour tout le monde. Et donc, je me suis retrouvée au début du Tigre, au bout de 12-18 mois, face à un succès qui en était un, puisque vraiment, ça fonctionnait relativement vite. Et il y a eu un engouement pour cette maison du bien-être.
parce que c'était aussi sympa, qu'il y avait cette ambiance, il y avait un truc génial. Mais j'ai questionné mon intégrité en me disant, mais attends, où je vais, je fais du marketing, je fais de la com, je fais du business, alors qu'au fond de moi, j'ai pas envie de vendre le yoga. Donc c'était compliqué. Et tu as raison, quand tu cites les yama et niyama, finalement, de se dire, le yoga, ce sont avant tout, avant les postures, ce sont des valeurs, ce sont des règles d'éthique de vie envers soi et envers les autres. Et dans ces valeurs, il y a l'idée de dire de ne pas, quelque part, de ne pas commercialiser, de ne pas vendre, d'être dans cette purification du cœur, dans cette générosité qui fait partie des valeurs du yoga. Et moi, ma façon de le régler, ce qui m'a pris un peu de temps, parce que je me suis posé beaucoup de questions, ça a été de me dire, quand j'ai commencé à enseigner, que je n'enseignerais que gratuitement dans un cadre caritatif ou bénévole pour des associations. Et c'était ma façon à moi de rendre au yoga ce que le yoga m'avait donné. D'ailleurs, on te voit aussi souvent sur le terrain, notamment, je pense à ton amie Élise, avec son association Élise Care, c'est ça ? Oui, absolument. Ouais. Oui, je vais souvent en Irak avec elle, où on forme des psychologues, avec Patrick Frappeau aussi, et on forme des psychologues aux bases du yoga et de la méditation pour la résilience. Ce sont des psychologues qui, après, travaillent avec des femmes victimes de violences sexuelles ou des enfants soldats. Et c'est un programme qui est très cher à mon cœur, et je vois que c'est pas simplement un coup d'épée dans l'eau ou un coup instagrammable. Il y a une réalité derrière ça, c'est que les enfants ou les femmes qui ont été dans une telle souffrance qu'elles se sont déconnectées de leur corps parce que rester dans leur corps était insupportable pour vivre quand on a vécu tout ce qu'elles ont vécu, on voit que la réconciliation avec elles-mêmes que leur apporte le yoga est quasi immédiate. Et c'est merveilleux de voir ça, et ça donne du sens à tout ce qu'on fait, moi comme les autres. Bien sûr, ouais. Ça doit être bouleversant de faire ces actions, je pense. Ouais. Oui, et en même temps, c'est très gratifiant, c'est un cadeau, parce que ça donne une autre réalité que... j'ai aussi accompagné beaucoup de femmes atteintes de cancer, et je continue à le faire, et c'est vrai que moi, j'ai toujours ce sentiment que quand on est malade ou quand on a été victime de violence, et tu le sais mieux que personne puisque tu as interviewé sur ce podcast beaucoup de thérapeutes qui vont dans ce sens-là, on a tendance à se séparer de son corps et même à lui en vouloir, à le détester. On l'aime plus, son corps. Quand il est malade, on s'en détourne, on veut plus le toucher, on veut plus le regarder, il est un peu banni. Et je pense que le yoga est peut-être pas la seule voie, mais en tout cas une voie pour re-aimer son corps. D'ailleurs, tu ne parles pas de faire du yoga, mais tu dis être en yoga. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur, et j'ai pas entendu ailleurs. Oui, faire du yoga, c'est simplement une partie du yoga. Voilà. Tu sais, dans les 8 corps du yoga, les asanas, donc la partie posturale, physique, n'est qu'un des 8 corps. Et encore, il vient en 4e position. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'autres morceaux du yoga avant et beaucoup d'autres après. Et on oublie un peu ça, et c'est vrai que l'avènement médiatique et des réseaux sociaux autour du yoga nous a à la fois beaucoup aidés, parce que tant mieux, on est passé de 2,5 millions de pratiquants de yoga en 2017 à 9,7 millions en 2021, et ça, c'est merveilleux, parce que nous sommes des gens beaucoup plus heureux, on est très contents de ce chiffre. Et évidemment que les réseaux sociaux nous ont aidés. Néanmoins, c'est peut-être d'ailleurs le sens de ce projet que j'ai fait avec ce livre, c'est de dire attention, ne passez pas à côté de tout ce que le yoga a à vous offrir. Et je tire un peu cette sonnette d'alarme, parce que moi-même, j'ai mis longtemps à le comprendre, j'ai mis longtemps à mettre des mots sur ce que le yoga m'apportait vraiment, puisque j'étais comme tout le monde, je suis pas mieux que les autres. J'ai commencé par la pratique physique et j'ai pas compris tout de suite qu'il y avait autre chose. Et d'ailleurs, j'avais beaucoup de mal à méditer. J'ai trouvé ça beaucoup plus dur de se mettre à la méditation qu'au yoga. Et si je peux apporter ce tout petit éclairage à des personnes qui débutent le yoga ou qui en font une pratique qui fait partie de leur quotidien, une routine, ne passez pas à côté du reste. Souvenez-vous que le yoga, c'est tout le temps, c'est pas que sur son tapis. C'est ça. Qu'est-ce que ce serait pour toi, justement, si on devait citer ce qu'il y a? Alors là, tu as cité la méditation, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La respiration, très importante, parce que c'est par la respiration qu'on réhabite son corps. Et on voit tellement de gens qui sont, que ce soit des élèves ou
même tous les gens qui sont autour de nous, qui sont des passagers clandestins de leur corps, qui ne l'habitent pas vraiment. Et on sent bien qu'il y a cette dichotomie et que le corps est une unité et l'esprit en est une autre. Donc le yoga réconcilie ça. Et de fait de réhabiter ce corps, ce véhicule, ça nous permet aussi d'entendre l'intelligence du corps, d'entendre les signaux, les messages qu'il nous envoie, bons ou mauvais, et d'apprendre à les écouter, et d'apprendre à respecter son corps, son schéma corporel. Tu sais, un des principaux freins à la pratique du yoga, et là je mets ma casquette de manager du Tigre qui accueille des nouveaux élèves régulièrement, c'est « Ah oui, mais moi j'aimerais bien faire du yoga, mais je suis pas souple. » Ok, donc ça c'est la première barrière physique que tout le monde se met. Et moi, je leur dis toujours, mais ça, c'est votre schéma corporel. Vous allez faire avec. Vous parlez pas chinois. Bon, vous arrivez à vivre sans. Donc, on va réussir à vivre sans faire le grand écart. Moi, par exemple, je sais pas faire le grand écart. Et c'est aussi donc d'accepter ça, de reprendre conscience que, ok, le corps a ses limites, mais on va faire avec et respirer. C'est ce qui nous aide le plus à réintégrer ce corps et tout ce que le corps est capable de faire. Surtout, le corps, il est capable de s'auto-calmer, il est capable de s'auto-réchauffer, il est capable de s'auto-refroidir, il est capable de s'auto-nettoyer. Il sait faire tout ça très bien. On n'a pas besoin de médicaments, on n'a pas besoin. Il y a plein de choses dont on n'a pas besoin. Mais on ne se laisse pas la chance, ou le temps, peut-être, que le corps fasse son travail. Ouais, on lui demande pas de le faire. Cette expérience, quoi. Exactement, et on n'a pas besoin de tout ça. Tu dis que tu cherches à cultiver, j'aime beaucoup l'équanimité, qui est un bon objectif, dis-tu, avant d'atteindre l'illumination, le samadhi, justement. C'est ça, être une yogini aussi aujourd'hui, c'est vraiment se sentir en chemin. C'est se sentir en chemin, oui, absolument. Et c'est quand on est sur ce chemin, si c'est le bon, on le sait parce qu'on sent au fond de soi qu'il n'y a pas de marche arrière. Oui, ouais, c'est ça. Si tu connais un yogi ou une yogini, quelqu'un engagé dans le yoga, qui s'arrête un matin en disant « Non mais c'est n'importe quoi ce truc, j'arrête, je vais faire autre chose. Je veux bien que tu me le présentes, je serais curieuse de savoir ce qui s'est passé. » Quand tu dis que tu te sens être, on le faisait dans le petit teaser sur les réseaux sociaux, une forme de gourou de la liberté, tu réponds, pourquoi est-ce que c'est si important pour toi ? Parce que la liberté, pour moi, c'est ce qui nous permet de pouvoir répondre oui à tout ce que la vie nous propose. Si on n'est pas libre, si on est contraint dans son corps, dans son esprit, dans ses schémas sociaux, on ne va jamais répondre oui spontanément à toutes les occasions, à tout ce que la vie nous offre, nous propose, nous invite à découvrir, parce qu'on va en permanence commencer par mettre le oui mais, ou ah non je peux pas, je suis fatiguée, j'ai pas le temps, j'ai ceci. Tu vois, c'est toutes ces barrières qu'on construit tous chaque jour et qui nous empêchent de vivre plus. Et si on les enlève, on trouve cette forme de liberté. Et je crois que le yoga peut être un atout pour trouver la liberté. Et c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose de très important, de se sentir sous contrainte physique, émotionnelle, spirituelle, sociale, financière. C'est quelque chose de très compliqué. Le souffle est-il justement à libérer tout ça ? La respiration, on en compte 5 principaux, je crois que c'est ça. Ah là, tu parles des vayus. Ouais, je parle des vayus. Alors oui, les vayus, ce sont ces souffles, les différents souffles qui habitent le corps, donc d'inspiration, d'expiration, l'apana. Et c'était amusant d'ailleurs, parce que quand j'ai fait cette recherche sur les vayus, je me suis rendu compte qu'au bout de 20 ans de pratique, j'étais passée à côté de certains. Et tu vois, j'ai adoré d'ailleurs aussi, moi, réapprendre certaines choses. Oui, le souffle est un allié merveilleux pour reconstituer une énergie défaillante, pour libérer des tensions. Tu sais, on parle beaucoup de toutes ces obstructions du mental. Oui. Et ces obstructions, elles sont finalement ce qui nous empêche d'être libres. Je parle aussi beaucoup de la libération, de cette idée de moksha, et de dire que le souffle va nous aider en partie à libérer ces obstructions psychiques qui nous empêchent de vivre avec ce sentiment de liberté. Comment ça circule justement en nous et comment ça fait le lien entre quelque part tous nos corps énergétiques, etc. Alors, moi, j'explique dans le livre, donc c'est cette idée qu'il y a plusieurs corps, ce qui peut interpeller les personnes qui ne pratiquent pas le yoga, mais on a effectivement le corps physique, le corps sensible, le corps émotionnel, le corps aurique. Tu sais, c'est quand quelqu'un rentre dans une pièce et tu te dis waouh, avant même de l'avoir approché, tu sens que c'est comme s'il y avait un halo d'énergie autour de lui. Voilà, ça c'est le corps aurique. Et en fait, le souffle va relier ces différents corps. C'est-à-dire que
il va nous permettre d'atteindre certains stades émotionnels dont on se coupe par protection, par autoprotection, et on reste très souvent dans notre corps physique comme si la matérialité du corps physique était un ancrage rassurant. Et on a un peu peur parfois d'aller explorer ces autres corps. Le corps émotionnel peut faire peur, et combien de personnes se coupent de leurs émotions pour ne pas souffrir, pour ne pas avoir peur, pour ne pas avoir de rancœur ou d'amertume. Donc, c'est comme si c'était un petit véhicule qui emmenait le mental d'un corps vers l'autre. Mais tout ça est merveilleux, mais il faut du temps. Et on ne peut pas le faire. C'est pas un coup de baguette magique. C'est pas je respire, donc ça y est, je suis connectée à mon corps aurique. C'est pas vrai. Il faut s'accorder du temps. Et le temps, c'est du temps vide. Et aujourd'hui, les gens ont beaucoup de mal avec le vide. On le voit bien, on le voit dans le métro, on le voit partout. On remplit ce vide avec des écrans, on remplit avec du bruit, on remplit avec autre chose, parce que je suis la première d'ailleurs à avoir peur du vide, à avoir peur de la non-productivité, du fait de ne rien faire. Mais ce n'est qu'à travers cette étape-là que justement le souffle et le corps nous emmènent vers une autre dimension. Ta pratique justement à toi et l'expérience te permet, quand tu vois que tu t'embarques, comme on le fait tous, vers cette peur du vide, de revenir à toi plus facilement aujourd'hui. Oui. Et surtout, j'ai une grande chance, et peut-être que ce sont toutes ces années de pratique, c'est que je ne panique pas. Je ne suis pas dans la réaction. Alors ça m'arrive, bien sûr, je ne suis pas ni la mère parfaite, mais je suis très posée quand le Tigre a été inondé avec 15 cm d'eau partout, tous les tapis foutus, tout. J'ai dit à mon équipe, mais très calmement, on disait, écoutez, c'est très bien, peut-être qu'il y avait besoin d'un grand nettoyage, c'est l'occasion de le faire. Et on était tous avec les pelles, avec tout ça, c'était... et je le pensais sincèrement, c'est-à-dire que je peux réussir quand il y a des moments de colère, de doute, et vraiment, je te promets, je n'ai jamais essayé d'incarner la yogini parfaite, pas du tout moi. Donc, je ne le suis pas, mais néanmoins, j'ai cette petite voix qui me dit « Ok, ramène vers le cœur, reviens vers l'intérieur ». Et à l'intérieur, il y a des messages. Il y a des mantras, des sankalpas, tu sais, ces intentions qu'on pose pour soi-même. Et moi, j'ai construit au fil des années des sankalpas extrêmement puissants. Et c'est un peu comme ma petite boîte à outils intérieure. Et je sais exactement lequel je dois sortir pour respirer, me poser et accepter ce que je ne peux pas contrôler. C'est ce fameux chaos d'où naissent les étoiles, titre de ton précédent livre, c'est ça ? Absolument. Ouais. Mais par rapport à ce retour au calme, tu as vu vraiment une différence avec ta vie d'avant ? Oui, majeure. Parce qu'on pourrait dire, tu étais déjà une personne pas comme du tout. Ça. Oui, d'accord. Non. Okay. Et alors en plus, j'ai une très mauvaise génétique à ce niveau-là. Et pardon maman, mais vraiment, j'avais une maman ultra stressée et très speed. Donc non, c'était pas moi naturellement. Mais il y a deux choses qui m'ont beaucoup aidée. Ça a été effectivement de pratiquer de plus en plus de yoga et finalement de passer de la pratique physique que j'avais avant le Tigre à une pratique beaucoup plus spirituelle, parce que j'ai totalement changé ma pratique, et le fait d'aller en retraite, de méditer, de faire des rencontres plus profondes que simplement les cours de yoga basiques, entre guillemets, que je faisais avant l'avènement du Tigre. Cette nouvelle forme de yoga que je me suis appropriée et qui est devenue une routine pour moi m'a aidée à devenir beaucoup plus calme et posée et beaucoup plus à l'écoute des autres aussi. Et puis la nature, c'est que je me suis imposée un rythme où, sans culpabiliser, jamais je prends le temps d'aller marcher pendant 3 heures sans m'occuper de personne, d'aller monter à cheval, d'aller faire de l'escalade, d'aller... j'aime être dehors, j'adore tous ces sports d'extérieur. Et tu vas balader ce petit tigre qui est avec nous dans la cabine. Oui, pour la première fois dans l'histoire de Métamorphose, nous avons un tigre avec nous qui dort gentiment, une petite tigresse. Ouais, t'as vu comme elle est sage. Oui. Donc oui, exactement. En plus, maintenant j'ai mon chien qui est partout avec moi, Moon. Et voilà, et c'est vrai que le retour à la nature
il est très important et on devrait tous le vivre. Tu sais, c'était Idriss Aberkan qui disait que il y a 2 contextes dans lesquels notre cerveau s'éveille ou utilise le maximum de ses capacités, c'est le jeu et la nature. Donc voilà, je vous invite à jouer dans la nature. C'est le moment où le cerveau est le plus à même de développer ses facultés. Et c'était intéressant comme pensée, parce que ce serait bien qu'on l'applique sur nos enfants, par exemple. Mais moi, la nature me ressource, donc ça m'a rendu plus calme. Quand on parle aussi en yoga de purifier, par exemple, les nadis, c'est vrai que cette idée de purification peut parfois nous paraître un peu sombre dans l'idée qu'il y aurait du mal à éradiquer quelque chose de mauvais, à éradiquer en nous coûte que coûte. Mais souvent, le sens n'est pas forcément compris. En fait, c'est pas cet état d'esprit qui est là, j'imagine. Non, il peut y avoir des choses négatives. C'est justement toutes je parlais des kléchas tout à l'heure. Les kléchas, ce sont tous ces obstacles psychiques, la peur, le doute, tout ce qui nous empêche d'avancer. Donc, il y a ce côté sombre en nous. Tu sais d'ailleurs qu'il y a une statistique qui dit que sur les je crois 80 000 pensées qu'on a par jour, 70% sont négatives. Elles existent, c'est une réalité. C'est dommage de donner cette stat, mais c'est une réalité, mais ce n'est pas une fatalité. Et donc, tu parles des nadis qui sont ces canaux énergétiques. Et en effet, on peut vraiment imaginer qu'à travers ces canaux, quand on respire et qu'on fait monter l'énergie, qu'on appelle la Kundalini, comme tu le sais, il y a un côté nettoyant, mais il y a aussi l'idée que l'énergie est là et qu'elle peut être parfois mal diffusée ou simplement bloquée sur des niveaux articulaires ou organiques. Et tu sais, parfois, on peut le sentir dans le corps, qu'il y a un morceau du corps, une partie du corps qui fonctionne moins bien, et donc l'énergie ne circule plus. Et les nadis, c'est vraiment cette idée qu'à travers les canaux, on va essayer de sentir où sont ces points de blocage et de résoudre, ou en tout cas de libérer ces blocages pour refaire circuler l'énergie qui irrigue tout simplement les organes d'action et les organes de perception. Et on les a tous, il n'y a pas besoin de croire. Ça a presque un côté un peu physiologique, tu vois, on n'a pas besoin d'être un grand philosophe ou un grand croyant ou d'avoir mis les doigts dans la prise pour savoir ça. C'est vraiment dans cette idée que tout ce qui est fluide doit circuler. Et souvent, ça vient dire aussi des choses sur nos blessures et nos états émotionnels, ces zones muettes ou de froissement corporel. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ça vient dire des choses sur nos émotions, puisque le concept des chakras que tu connais, que je peux réexpliquer, on a symboliquement 7 chakras dans le corps qu'on peut imaginer comme des vortex énergétiques. Et donc l'énergie monte et à travers chaque vortex va se diffuser dans des organes donc d'action, de perception qui sont reliés à ce centre énergétique. Et en effet, on peut sentir si on se sent en insécurité parce qu'on déménage, on divorce, on change de métier, tout ça. On sait que c'est notre premier chakra, le chakra racine, celui qui nous ancre à la terre, qui peut être en fragilité. Et on va travailler dans ce sens-là. Et le yoga est très intéressant pour ça, parce qu'on peut cibler quelque part la médecine du yoga. On peut affiner les bienfaits que le yoga va nous apporter. Et chaque chakra est relié à des émotions. Donc le premier chakra a cette idée de sécurité, d'ancrage, de stabilité. Le deuxième chakra, Svadhisthana, est le chakra qui nous relie à notre fluidité, à notre créativité, notre sexualité aussi, notre féminité. Et c'est là où sont tous les fluides, tous les liquides dans le corps, donc qui est situé au niveau des organes génitaux. Manipura, le troisième chakra, est le chakra de l'énergie, de la force, de la volonté, de l'action. Quand on se sent faible ou qu'on se réveille un matin en disant « j'ai pas le courage, j'ai pas envie, j'y arrive plus ». Et je pense que ça peut concerner beaucoup de personnes en cette sortie de crise. Il faut travailler cette zone. Sortie et re-rentrer. Sortir, rentrer, repartir, revenu. Enfin bon, voilà, c'est épuisant. Et voire démoralisant. Ce chakra du plexus solaire, si on travaille en conscience à travers des respirations, des postures, des méditations, on peut libérer cette énergie de Manipura. Ensuite, on a le chakra du cœur qui est connecté à notre émotion, à notre amour universel, à notre bienveillance. Le chakra de la gorge qui est toute notre expressivité, notre capacité aussi à parler, à libérer par la parole des émotions, des sentiments, à dire les choses. Ajna chakra, le 6e, nous relie à notre clairvoyance, à notre discernement, à notre capacité presque de vision de l'invisible. Et puis le
dernier chakra, ce chakra coronal qui nous relie beaucoup plus à notre dimension spirituelle, justement à ce corps aurique et qui nous élève vers le samadhi. Et quand je le dis comme ça en 3 minutes, on voit bien qu'il y a une logique. Il y a une logique et on ne dit pas qu'on va tout résoudre, on dit simplement que si on est attentif au message du corps, au message de nos émotions, au message du mental, on peut aussi décerner ce qui ne va pas chez nous. Plutôt que de dire « je vais pas bien, il n'y a rien qui va », non, prenons du temps, une fois de plus, installons-nous dans le silence, dans une méditation, dans une écoute du corps et trouvons plus précisément qu'est-ce qui ne va pas. Oui, c'est ça. Non, mais c'est intéressant parce que ça permet vraiment cette conscience de cette plongée aussi en soi, en fait. Absolument. Qui peut faire peur, hein, qui peut être une plongée vers un monde intérieur. Mais tu sais, moi, je parlais de mes sankalpas, c'est une formule magique, personne n'écoute, donc vous ne l'entendrez pas. Mais quand j'ai des moments de panique, je me répète à l'intérieur de moi, je me dis, il existe un espace de calme, de paix et d'amour pur à l'intérieur de moi. Bon, ça peut paraître très bateau, hein, j'entends, mais ça me fait un bien, tu n'imagines pas, parce qu'à chaque fois, ça me ramène là, dans cet espace du cœur, et ça m'apaise. Je me dis, ok, bon, il y a ça. Je pense pas que ce soit bateau, parce que finalement, souvent, ce sont les choses les plus simples, les plus efficaces et les plus évidentes qu'on ne voit pas en réalité. Ouais. L'essentiel est invisible pour les yeux. Toi qui reçois beaucoup d'invités qui ont quand même des recettes magiques incroyables, moi j'adore tous tes invités. C'est vrai que tu constitues à travers Métamorphose finalement une boîte à outils incroyable pour faire découvrir aux gens tout ce qui peut leur faire du bien et les aider à trouver leur propre clé de résilience. Et oui, avoir un sankalpa, poser une intention, c'est un peu une formule magique, et tu as raison, c'est bateau et ça l'est pas. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de poser une intention. C'est quelque chose de compliqué. Et d'ailleurs, quand tu en parles avec des élèves et tu dis, est-ce que vous allez poser un sankalpa pour cette pratique, pour votre retraite, pour votre journée, je sens bien que c'est difficile parfois pour les gens et que c'est pas comme s'il y avait un petit génie qui sortait de la lampe en disant faites 3 vœux. Là, ça c'est quelque chose de facile parce qu'on a été conditionné enfant à faire ces 3 vœux, on les a tous faits 200 fois en grandissant. Mais en revanche, poser une intention simple, claire, affirmative et qui nous connecte à nous-mêmes, c'est beaucoup plus difficile. Et prendre le temps de le faire presque chaque jour, ça devrait être un exercice routinier, hyper important. Oui, parce que ça fait appel vraiment à notre discernement intérieur, à notre clarté, à notre danse avec nous-mêmes. Et souvent, on n'est pas forcément au clair avec tout ça. Et on n'est pas au clair et on se méprend parfois. On projette une intention qui est celle que le monde extérieur voudrait qu'on ait. Et c'est comme si une petite voix répondait au monde extérieur en disant « Bon, ok, je vais vous faire plaisir, mon intention, ça va être ça. » Et on passe à côté de soi. Et il faut vraiment être capable de se dire que cette intention, elle est intime, elle est personnelle, elle est à l'intérieur de nous et elle doit avoir une résonance. Et si elle en a pas, c'est que c'est pas la bonne. Oui, c'est ça. Et puis ça demande aussi une forme d'honnêteté. Oui, absolument. Oui. C'est vrai que je me souviens d'un stage de développement personnel où on nous demandait de noter, je sais plus, c'était ce à quoi on voulait accéder. Alors tout était très élevé entre guillemets. Alors c'est bien parce que c'est aspirationnel, mais en réalité souvent c'est plus basique que ça. Parfois ce à quoi on aspire. Et je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait une transcendance. Au contraire, c'est bien d'avoir l'objectif, mais il nous a ramené en disant non mais en fait vraiment. Ce que vous voudriez, là, par exemple, dans telle situation, toi, tu aurais besoin peut-être d'avoir plus d'argent, toi, peut-être plus de sexualité dans ta vie, etc. Et c'est pas ce que les gens disent, en première intention. Je voudrais plus de fric, plus de ceci, cela. Non, mais c'est vrai, t'as raison, ça appelle une sorte d'honnêteté très clairvoyante, en disant, mais j'ai besoin de ça, je sens que... Mais il faut aussi être capable de poser cette intention en se disant, pourquoi j'en ai besoin ? Et si tu vas vraiment creuser un petit peu cette notion de sankalpa et d'intention, c'est aussi de se demander qu'est-ce qui bloque chez moi, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer et vers quoi je veux avancer. Et tu vois, c'était intéressant parce que j'ai eu la chance d'enregistrer un programme récemment autour de la créativité pour The Artist Academy.
Et la première vidéo, ça a surpris tout le monde, c'était de dire, je vais vous apprendre à poser une intention, mais d'abord, on va déterminer les blocages. Qu'est-ce qui vous empêche de créer ? Est-ce que c'est la peur du regard des autres ? Est-ce que c'est l'idée que c'est inutile ? Est-ce que c'est la peur de votre propre jugement ? Est-ce que, tu vois, il y en a plein des blocages. Et si tu commences par déterminer ce qui t'empêche d'avancer, est-ce que c'est la peur de son conjoint, une problématique financière, une problématique de temps, après, l'intention, elle vient nourrir finalement et répondre en miroir à ce blocage. Et quand je te parlais tout à l'heure de gens qui me semblent être des passagers clandestins de leur corps, j'aurais presque pu dire des passagers clandestins de leur vie, qui avancent parce qu'il faut avancer, et qu'ils sont sur le bateau, et le bateau coule, avance le long de la rivière. Ouais, c'est un pilote automatique, quoi. Mais tu les repères, toi ? Beaucoup. Parce que c'est vrai que quand on a un métier... on travaille avec le corps, on apprend à lire les formes des autres aussi. Oui, on apprend à lire ça et on apprend surtout à ressentir les énergies de l'autre. Parce que quand on a appris à ressentir ses propres énergies et à être capable de mettre un mot et de ne pas faire de concessions, de ne pas être trop bienveillant avec soi-même pour analyser quelles sont les bonnes ou les mauvaises énergies qu'on porte. Moi, je suis la première à dire, parfois je le sens, j'ai une mauvaise énergie et je vais essayer de me poser et de trouver pourquoi et comment je peux l'enlever, parce que ça crée, c'est un nuage de pollution, une mauvaise énergie dans sa maison, dans son bureau, partout on se déplace avec. Quand on a une bad vibes, on la laisse pas le matin dans son lit. Et donc plus tu apprends à faire ça avec toi-même, plus évidemment tu es capable d'avoir le discernement de le ressentir chez les autres. Oui, c'est ça. Ton livre qui vient de paraître, tu l'as pas conçu justement comme un livre avec des postures de yoga, etc. Tu disais, il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été faites. Ouais. Et en revanche, si, il y en a une. Oui, c'est ça, il y en a une. Et justement, c'est celle-là. The One. Shavasana. Voilà, exactement. Donc, j'aimerais bien que tu nous en parles. Oui, c'est drôle. Alors, j'ai pas voulu mettre de posture de yoga parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a plein de livres formidables avec des postures de yoga. Et je ne me sentais absolument pas légitime pour refaire un énième livre sur les postures de yoga, sur des... Voilà, et puis je ne considère pas qu'aujourd'hui, ce que j'ai apporté aux gens, c'est une pratique différenciante, plus riche, plus drôle, plus intéressante. Ça me ressemble pas, alors que tout le chemin que j'ai fait depuis 20 ans pour essayer d'explorer, de comprendre comment on trouve sa résilience, comment on trouve ses émotions, comment on avance sur ce chemin, c'était plus ça ce que j'avais envie de partager. Et donc j'ai pris le parti de ne parler d'aucune posture. Et puis, quand je suis arrivée à la lettre S, j'ai eu ce Parce que c'est conçu un peu sous forme d'une Bible, voilà, exactement. D'ailleurs, on a eu beaucoup de mal à trouver le nom. On ne savait pas si c'était dictionnaire, Yogarama, Panorama, encyclopédie, Bible. Voilà. Bon, finalement, on n'a rien mis du tout. Donc, chacun retrouvera son chemin. Mais en tout cas, on a mis des chapitres et des lettres dans chaque chapitre. Et arrivé à la lettre S, j'ai été tentée de parler de Shavasana parce que j'ai eu la chance d'avoir des enseignants exceptionnels qui ont croisé ma vie et qui, heureusement pour beaucoup, sont toujours dans ma vie. Et je me souviens d'un prof qui m'a particulièrement marqué, qui disait « On a fait tout ça pour ça ». Et on est arrivé là, tout ce chemin du corps, de la respiration, de l'esprit, tout ce que vous venez de faire pendant 1h30, c'était uniquement pour arriver là, en Shavasana. Et il disait, c'est la posture la plus dure à tenir. Et en effet, pour beaucoup de gens, c'est angoissant. Et d'ailleurs, moi, ça me rend dingue. Il y a des gens qui disent, ok, c'est bon, c'est fini, et qui s'en vont avant. Alors, tu peux la décrire, parce que peut-être certains ne la connaissent pas. Oui, tu as raison. Et tu dis en même temps que beaucoup même de yogis la fuient d'ailleurs. Mais beaucoup de yogis la fuient et considèrent que... Donc Shavasana, je vous explique, c'est la posture du cadavre, littéralement. Et donc c'est le moment de relaxation, entre guillemets, qui arrive à la fin des postures, donc dans l'ordre des postures debout, des postures assises, postures inversées, et on s'allonge sur le sol et on doit tout libérer, les pieds, les mains, on tourne les paumes de main face au ciel pour désactiver les terminaisons énergétiques que nous avons dans les plantes des pieds et les paumes des mains. Et on s'abandonne. Et ce moment d'abandon, c'est un moment de lâcher prise et c'est surtout un moment qu'on qualifie de petite mort de l'ego. Parce que c'est un moment de non-action. Et c'est très difficile pour beaucoup de personnes de rentrer dans la non-action, dans le non-faire. Et il n'y a rien à attendre, il n'y a aucun résultat et on ne doit pas se juger. Et les gens ont
peut-être probablement trop tendance à se juger en disant ah ben zut, je me suis endormie, ah ben non mais là j'ai... Et donc pour éviter ce moment où ils vont se retrouver, ils ne sont plus dans le mouvement, donc ils sont confrontés avec eux-mêmes, parce que c'est un peu le juge de paix. Finalement, est-ce que j'ai bien pratiqué ? Oui. Tout est là. Et si je suis bien, si je suis détendue, c'est que j'ai bien pratiqué. Et si je suis encore agitée, c'est que j'ai mal pratiqué. Tu vois, c'est un peu comme si c'était la sanction, en fait, un bon et un mauvais Shavasana. Et les gens se sentent obligés d'avoir ce jugement-là, ce qui est une ineptie totale. Et donc, souvent, le fuient et ne vont pas, se disent, bon, bah ça, j'en ai pas besoin, c'est bon, alors, j'entends cette phrase, je m'étirerai plus tard. Ah oui. Ça me rend dingue. Ok, va donc à un cours de gymnastique et tu feras des étirements. Ouais, c'est pas un étirement. Voilà. Et Shavasana, c'est une posture un peu miraculeuse parce que quand on parle d'aller à la rencontre avec soi et d'avoir justement ce moment d'intimité où on peut être dans une écoute un peu plus subtile, qui n'est pas une écoute égotique de dire alors comment je me sens. C'est vraiment ce moment où on est avec soi-même. Il faut en profiter parce qu'on en a si peu. C'est presque un état, quand je t'entends, contemplatif avec soi-même. Oui, absolument. Quelque chose de cet ordre-là dans ce que j'entends. C'est un moment d'observation, on n'est pas censé dormir, on n'est pas censé s'agiter ou se mettre en mode pré-action pour se dire ok, dès que j'ai fini, j'ai ça, j'ai pas répondu à ce texto, j'ai machin. Non, c'est un moment pour s'écouter, écouter les messages, ces fameux messages que le corps nous envoie, parce qu'il a cette intelligence d'envoyer des messages. Et comme dit très justement Marie de Henzel, qui est une psychothérapeute que j'adore, elle dit, si on n'interroge pas les messages, ils ne viennent pas. C'est pareil avec le monde invisible. Si on ne pose pas la question de dire comment je vais, comment à son corps, comment tu te sens, il ne va pas répondre. C'est ça, il reste muet. Posons-lui donc des questions quand même. Alors, je pensais en t'écoutant aussi, comment est-ce qu'on peut lier la pratique du yoga à d'autres pratiques spirituelles ? Par exemple, si on a déjà soit une autre spiritualité laïque, soit si on est chrétien ou musulman, etc. Est-ce que finalement, il y a conflit ou ça peut faire vraiment bon ménage ? Ou en yoga, il y a quand même un truc où on rentre dans toute cette pratique aussi de l'hindouisme, etc., où on parle de Shiva, Shakti, etc. Aujourd'hui, le yoga est devenu au fil du temps une pratique parfaitement laïque qui peut faire un peu peur parce qu'elle a des codes religieux. Effectivement, les dieux du panthéon indien accompagnent beaucoup de pratiques, mais pas dans leur incarnation religieuse, dans leur incarnation énergétique, dans les qualités qu'ils représentent. Ce sont des archétypes. Donc ce sont des archétypes, exactement. Et donc on utilise ces archétypes pour amener l'élève dans une attitude, une qualité d'être, un état d'esprit qui est celui représenté par le dieu. Mais les dieux qui sont utilisés, c'est pas vraiment un bon mot, mais qui sont appelés à participer aux pratiques de yoga, ne le sont pas dans un sens religieux, tout comme le Om, qui est ce mantra, cette vibration partagée dans une salle de yoga, n'est pas un chant religieux, même s'il peut déranger des personnes. Donc aujourd'hui, c'est une pratique laïque. Donc, par définition, on peut évidemment la marier, entre guillemets, avec une aspiration religieuse ou spirituelle qui n'est pas forcément celle qu'on rattache au yoga de l'hindouisme ou du bouddhisme ou du jaïnisme. On peut être musulman, juif et vivre pleinement le yoga. Mais on peut aussi décider de l'intégrer dans son protocole religieux, dans sa routine religieuse. Je crois que moins on met d'étiquettes, mieux on l'utilise, mieux on vit le yoga. C'est ça. C'est sorti un peu d'une vision, parfois, je le disais en introduction, encore qui traîne soit de dérives sectaires, soit de vision un peu New Age. Tu sens qu'il y a un cap qui a été passé ? Alors, je sens qu'il y a un cap qui était passé et qui, malheureusement, est en train de revenir un peu en boomerang, puisque tu n'es pas sans savoir qu'il y a eu une étude de la Miviludes qui a pointé du doigt de nombreuses dérives sectaires, et au milieu d'un rapport de 210 pages, il y a 2 paragraphes où le yoga est cité, mais évidemment, comme le yoga est beaucoup plus populaire, de nombreux médias s'en sont emparés. Je trouve ça un peu désolant. Il y a évidemment des pratiques qui sont certaines pratiques de yoga, comme le Kundalini par exemple, mais pas que, qui sont très codifiées. Et une partie de ces codes peuvent
rappeler des codes sectaires, le fait de pratiquer avec un turban blanc ou habillé tout en blanc ou sur une peau de mouton. Donc ça a été pointé du doigt et ça a mis beaucoup de personnes dans des situations délicates. Il y a aussi eu des centres de méditation qui ont été pointés du doigt en disant que on abusait d'une forme de pouvoir sur l'esprit des gens qui venaient s'abandonner aux gourous de ces centres. Moi, je ne suis pas enquêtrice et je ne pense pas avoir de parole divine sur ce sujet, mais ce qui est certain, c'est que si je mets ma casquette de présidente de l'UPI, l'Union des professionnels du yoga, j'ai eu évidemment à justifier de la position du yoga et de notre position à l'UPI par rapport à ces articles qui sont sortis l'année dernière. Et nous, on est dans une position très claire, on est droit dans nos baskets. Et je pense que, comme dans toute activité artistique, sportive, activité de loisir, il peut y avoir des dérives. Et je trouve ça un peu triste qu'aujourd'hui, on utilise l'engouement du yoga pour mieux le pointer du doigt et faire vendre de la presse. Parce qu'évidemment, c'est plus vendeur un article sur le yoga sectaire que je ne sais quelle pratique sectaire qui n'intéresse plus personne. C'est ça. Alors à la fois, oui, il faut condamner des dérives sectaires, et là on est tous d'accord dessus, que les gens ne soient pas victimes de personnes toutes puissantes et manipulatrices. Et en même temps, ce sont des pratiques aujourd'hui qui sont, tu le rappelais les chiffres tout à l'heure, il y a vraiment des millions et des millions de personnes dans le monde et on ne peut pas tout jeter comme ça en même temps. C'est pour ça et c'est dommage. Ce qui est certain, c'est que, et ça rejoint tout ce dont on vient de parler, c'est que le yoga libère des émotions. Le yoga va ouvrir des petites portes et derrière ces petites portes se cachent des mémoires karmiques qui n'ont pas été traitées, des résidus émotionnels qui stagnent et qui peuvent empêcher la personne d'avancer dans sa vie. Il y a plein de petites choses. Et quand on ouvre ces portes, évidemment, il y a des bons et des mauvais côtés, même si à la fin ça va nettoyer. Il y a des passages peut-être compliqués, des passages émotionnels, des passages de confrontation avec son passé, avec son intégrité, avec qui on est vraiment, et ça peut être douloureux. Et donc, que des gourous, des maîtres, puisqu'en France, on n'a quand même pas beaucoup de gourous au sens indien du terme, mais que des maîtres de méditation, de yoga profitent de cette situation pour faire passer leur propre dogme et imposer une façon de voir le yoga et finalement ramener tout le monde dans leur chapelle individuelle, c'est très dérangeant. Mais on ne peut pas, comme tu dis, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et stigmatiser le yoga dans son acception la plus large, puisque, comme on le disait au début, c'est un arbre aux 1000 branches. Oui, c'est ça, il a de multiples visages, oui. Tout à fait. Mais c'était bien de faire ce petit point là-dessus aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, si on rappelle aussi dans l'étymologie, yuj, le yoga signifie l'union, c'est ça ? Atteler. Atteler. Atteler ? Ouais, mettre sous le joug, unir, atteler, lier. Ouais, lier. Des 5 corps, des polarités. Alors, on rappelle yin-yang, l'union des contraires, l'union de soi, l'essence divine, au tout, l'âme divine, l'absolu. Est-ce le but du yoga, l'union, quand même ? Oui, mais la première union qu'on va chercher, c'est celle du corps et de l'esprit. C'est justement d'éviter d'être complètement déconnecté de soi. Tu as vécu, toi, des expériences vraiment d'union, de forme de transcendance, d'éveil, on pourrait dire. J'ai eu la chance de le vivre 2 fois et d'être vraiment dans ce qu'on appelle un état modifié de conscience, avec ce sentiment d'une union pleine et entière mais ça va à ce moment-là, on va au-delà du corps, puisqu'on se sent lié presque à l'invisible, à tout ce qui nous entoure. Il y a quelque chose d'un peu cosmique quand on arrive à ça, mais je mentirais si je prétends le vivre tous les matins. Non. Et en même temps, on peut vivre aussi de tout petits éveils dans les petits émerveillements du quotidien. Et c'est pour ça d'ailleurs que je parlais d'équanimité à un moment donné. Je dis, si on n'arrive pas à atteindre tout en haut, on peut déjà atteindre à son niveau des petites étapes où on se sent beaucoup plus dans son entièreté, beaucoup plus dans sa plénitude et sa propre harmonie. Et en revanche, ces petites victoires, ou en tout cas ces petits cadeaux qu'on peut recevoir du yoga, de la méditation, oui, je les reçois souvent, mais c'est d'ailleurs grâce à ça que je continue ce combat, parce qu'on a vécu quand même 2 ans épouvantables. Ça continue, tu l'as dit. Tout le monde sait à quel point le combat pour
pour la réouverture des salles de yoga a été très intense et très ardue. Et c'est parce que cette force que nous donne le yoga nous a permis de continuer à nous battre et à tenir aujourd'hui. Et de vous battre en même temps, parce que c'est un mot qui est à la fois c'est du combat, et en même temps avec une posture juste aussi bienveillante. Oui, absolument. Et de ne pas devenir des militants bêtes et méchants. Non, mais il faut avoir aussi ce recul. Et tu sais, quand la méditation nous apprend ça, la méditation nous apprend à nous mettre à bonne distance de ce qui survient et de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et il faut se souvenir de ça en permanence. C'est simplement de faire un pas en arrière, de s'installer dans ce fameux instant présent et de se dire « Ok, bon, j'ai pas la main là-dessus. Donc, quelle sera la bonne réaction ?» Quand tu parlais de ce corps qui est souvent un véhicule qu'on n'incarne pas pour bon nombre d'entre nous, est-ce qu'il y aura un yoga en particulier? Donc tu en passes un certain nombre en revue, pratiquement tous, dans ton livre. Et ça, c'est vraiment très complet. Et tu cites Iyengar qui dit « Le corps est mon temple, les asanas sont mes prières ». Et en Occident, c'est vrai que tu le rappelles aussi, le corps a été souvent maltraité, soit parce qu'il était tabou dans une société judéo-chrétienne, signe de culpabilité, ou soit maintenant avec les dictates de la beauté, avec les réseaux sociaux, etc. Ouais. Et tu oublies une étape entre les deux, c'était les années 80 avec l'avènement du corps esthétique, du corps extérieur, de tout montrer, tout étaler, tout exposer, et d'avoir le corps le plus beau possible. Et finalement, aujourd'hui, on est passé sur une nouvelle ère qui est la beauté intérieure. Et le body positive. Et le body positive, s'aimer comme on est, accepter son schéma corporel, et tout ça tout ça est formidable. Et donc oui, on voit bien qu'il y a eu dans l'histoire plusieurs étapes de rapport au corps. Et d'ailleurs, il y a un livre très bien que je te recommande, qui est l'histoire du sport santé de Bernard Andrieux, où il raconte à travers l'histoire pourquoi le sport, et puis il parle du yoga, quel a été notre rapport au corps à travers cette pratique physique, et qu'est-ce que le corps incarnait socialement ou médicalement ou même politiquement. Intéressant. Oui, très intéressant. Alors du coup, est-ce qu'il y a plutôt un type de yoga qui correspondrait à cette forme de réappropriation du corps pour des personnes justement qui se sentent un peu hors sol d'elles-mêmes physiquement? C'est drôle ce que je parle de culture hors sol. Ah oui? Mais oui, parce que je dis toujours que le yoga en Occident, c'est une culture hors sol. Et c'est compliqué de la faire pousser avec les bonnes racines. On n'est pas en Orient. Donc pour les personnes qui se sentent justement hors sol, moi je dis toujours qu'il faut commencer par la base, qui est le Hatha Yoga. Le Hatha Yoga, c'est vraiment la source, la racine, l'école la plus large et la plus accessible pour tous, qui historiquement était le yoga de l'effort, puisque c'est l'avènement du Hatha Yoga qui a fait passer le yoga, pratique méditative pendant des millénaires, à une pratique physique. Et le Hatha, dans sa définition même, c'est le yoga de l'union. A et Ta, A c'est le soleil et Ta c'est la lune. Et donc, il symbolise l'idée qu'on va réunir, comme tu le disais, notre yin et notre yang, notre côté sombre, lunaire, féminin, avec notre côté solaire, masculin, lumineux, notre aspect extérieur. Et donc, on réunit l'intérieur de notre corps avec l'extérieur de notre corps. On réunit le souffle, le corps et l'esprit. On réunit nos polarités. Et donc, il faut absolument démarrer par ça, si on commence, pour comprendre quels sont les fondamentaux du yoga et éviter de faire l'erreur que moi j'ai faite, qui est de passer 10 ans à pratiquer en passant complètement à côté de ce qu'est vraiment le yoga. Et le Hatha, il nous offre ça, il nous offre un peu la source. C'est comme si on nous disait... c'est le yoga pour les nuls. Oui. Tu vois, on va commencer par ça. Et c'est très bien, soyons humbles. Commençons par avoir un peu d'humilité et de se dire, ok, je ne sais pas, donc je vais apprendre. Et le Hatha, il nous apprend tout. Dans sa pratique, il nous apprend à respirer, il nous apprend à regarder aussi. Dans le Hatha, c'est le drishti, le point de fixation du regard, a une importance réelle dans la pratique, puisqu'on sait que c'est à travers le regard que va se fixer l'attention, et donc l'équilibre du corps dépend de notre regard, et on passe souvent à côté. Le Hatha Yoga va nous apprendre à décomposer des postures, à trouver les ancrages, et à comprendre que tout ce qui est au sol doit être lourd, ancré, solide, et tout ce qui est hors sol doit être léger et aérien. Et si tu penses à ça, même quand tu marches dans la rue, fais l'exercice, tu vas voir à quel point tu changes
ton rapport à ton corps, à ta marche, dans n'importe quelle activité physique. Et donc le hatha nous donne ces bases-là, très simples, sans avoir besoin de croire. Et je le dis toujours parce que il faut le répéter. On n'a pas besoin d'avoir mis les doigts dans la prise pour faire du yoga. Ouais, c'est bien parce que ça décomplexe aussi beaucoup de gens qui pourraient nous entendre ou qui n'osent pas, etc., en se disant « Oula, je vais m'embarquer dans un truc... » Ça fait peur, c'est spirituel, ils sont bizarres ces gens, et puis ils mangent pas comme nous, et puis ils s'habillent différemment. Oui, mais tout ça existe, je vais pas dire le contraire, mais ce n'est pas que ça. Est-ce que le yoga vise une forme de dissolution de l'ego, même si on est revenu un peu sur ces notions d'ego ces dernières années en disant... Finalement, ce serait le mal en nous à éradiquer et en fait, on est ombre et lumière et tout ça est à regarder et à accueillir. Et comment se situe le yoga par rapport à ça ? Le yoga, c'est très intéressant comme question parce que il y a cette idée d'aller vers un meilleur ego, c'est-à-dire qu'on brûle son ego. On cherche à l'éradiquer, mais tout en retrouvant une force intérieure qui est cette force qu'on appelle moksha, de se libérer. Et l'ego se balade au milieu de tout ça, et il est à la fois notre allié et notre ennemi. Donc historiquement, dans tous les textes védiques qui ont fondé le yoga, il a une place assez atypique parce qu'en fait, il y a 2 noms sanscrits qui le décrivaient. Donc il y en a un positif et un négatif. Intéressant. Ouais, c'est fou. Ouais. Donc c'est vraiment le yin-yang là, de l'ego. Oui, quoi. Il y a vraiment cette idée qu'il y a un bon et un mauvais ego. C'est ça. La méditation, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, et également la visualisation qui est souvent utilisée dans la méditation, qui fait appel à l'imaginaire et à la projection. Comment est-ce que ça peut nous aider à améliorer notre quotidien ? La méditation, comme je te le disais tout à l'heure, est vraiment l'allié qui va nous aider à prendre du recul et à ne pas surréagir face aux événements de la vie. La méditation, il y a plein de formes de méditation différentes. Et contrairement à ce que peuvent penser les gens qui ont un peu peur de méditer, on ne cherche pas à faire le vide, on cherche à faire le plein. Et quelle que soit l'école de méditation, que ce soit une méditation religieuse ou laïque, une méditation transcendantale, une méditation zen, toutes les méditations te ramènent vers cette attitude qui est de dire je suis ici et maintenant, je suis présent à moi-même. Après, tu peux poser des intentions dans ta méditation, la méditation de la bienveillance pour envoyer de l'amour à chacun et à soi et à l'univers. Voilà, donc on peut justement investir ces fameuses intentions qu'on pose dans nos méditations. Et c'est très difficile de continuer. C'est exigeant, la méditation. C'est plus facile de commencer que de continuer. Mais si on continue et si on s'accroche à cette idée que même 5 minutes par jour sont extrêmement bénéfiques parce que le cerveau a une neuroplasticité telle que progressivement, ça va être de plus en plus facile d'entrer en méditation, on s'aperçoit que ce refuge nous aide parce qu'il aide à libérer ces sentiments et à développer effectivement une clairvoyance et une créativité. La visualisation, c'est un outil qui est extrêmement intéressant quand c'est bien guidé ou quand on apprend à le faire soi-même, parce que c'est la mise en image de l'intention, du chemin vers lequel on se projette. Or, le cerveau, aujourd'hui, il retient mieux les images. Emmener le cerveau sur une intention visuelle, pour lui, c'est comme s'il y était déjà. Oui, c'est ça. C'est le fameux fake it until exactement. you make it. Mais en fait, c'est très juste. Mais c'est juste, ce sont les neurosciences qui l'expliquent très bien. C'est que comme le cerveau imagine que ce qu'on visualise est déjà en train de se produire, il va créer les moyens d'arriver là. Et donc, on va trouver le chemin pour arriver vers cette visualisation, vers ce schéma qu'on imagine. Élodie, on approche, hélas, de la fin de ce podcast parce que j'aurai encore des milliers de questions à te poser. Tu reviendras. Je reviendrai, et voilà, exactement. Promis. Parce qu'on n'a pas, on n'est pas arrivé encore tout à fait à Z là dans ton abécédaire. Cette dernière question peut-être sur le dharma et qu'on comprend pas forcément bien. Autant le karma est un mot qu'on utilise pas mal ici en Occident, mais le dharma peut-être un peu moins. Cette fameux ordre cosmique, celle de l'impermanence. On parle aussi de réalité de l'univers. Et là, il y a cette phrase que tu cites, que je ne retrouve pas, qui était une très jolie citation à partir du Dharma. Je ne sais pas si elle te revient, toi, de ton livre.
Non, alors de mémoire, non, parce que j'ai utilisé beaucoup de citations. Et le livre est dense. Et le livre est très dense. J'ai mis 2 ans quand même à l'écrire. J'ai synthétisé beaucoup d'autres ouvrages qui m'ont nourri. Le dharma, c'est vraiment cette idée de loi universelle. Et pour les Indiens, c'est quelque chose de très évident. Dès lors qu'on grandit, on sait qu'il y a cet ordre cosmique et qu'on doit inscrire nos actions, donc notre karma, dans la lignée de ce dharma. Et moi, je me suis intéressée à ce sujet parce que je trouve qu'il se confronte très bien à l'idée de liberté. Et c'est un peu le combat des existentialistes. C'est un peu Sartre contre Spinoza, tu vois. C'est finalement, est-ce qu'on est capable de reprendre en main son destin ? Et moi, j'aime beaucoup la position de Spinoza qui dit que la liberté réside dans la connaissance de soi. Parce que les déterminismes, donc les fameuses, finalement, comment je pourrais dire ça, tout ce que ce dharma incombe, nous incombe, est créé comme déterminisme social, religieux, matériel, voilà, même corporel. On est obligé de vivre avec. Et c'est ce que nous dit ce dharma, c'est qu'on doit s'inscrire avec tous ces déterminismes. Et la liberté qui réside dans la connaissance de soi, selon Spinoza, c'est de dire, ok, je prends conscience de tous ces déterminismes qui sont moi, j'apprends à connaître qui je suis, et sur cette base, je peux créer mon chemin. On ne me l'impose plus, je le choisis. Je ne suis plus victime de ces déterminismes, je suis l'allié. Ce sont mes alliés et j'avance avec ça. Et donc, ça ne s'oppose pas à l'idée qui est cet ordre cosmique, c'est simplement de dire comment je vis mieux avec, sans fatalité. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé la citation entre-temps, c'était « Si je ne suis pas moi-même, qui le sera pour moi ?» Voilà. Merci infiniment, Élodie Garamond. Merci d'être venue faire ce tour dans Métamorphose. Je rappelle le titre de ton livre, qui est une véritable bible de yoga, encyclopédie abécédaire, on l'a dit tout à l'heure, et qui s'appelle « Yoga, un art de vivre » aux éditions Flammarion. On peut évidemment retrouver toute ton actualité, les stages, les cours, le yoga play, etc. sur le site tigre-yoga.com. Merci infiniment. Merci beaucoup, Anna. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol, ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.